l'aide du FMI va permettre non seulement au Congo donc, de combler le déficit budgétaire, mais aussi évidemment d'accéder surtout au marché financier international. Marché financier international, c'est-à-dire que à travers l'accord que le Congo peut être amené à signer avec le FMI, c'est un quitus que l'institution de Bretton Woods, notamment dans le FMI, donne au Congo pour accéder au marché financier international. Le problème du Congo, ça a toujours été le problème de la gestion financière, n'est-ce pas, des ressources budgétaires. C'est-à-dire que le Congo a toujours brillé par un mauvais exemple d'être un mauvais élève dans la sous-région en ne se mettant pas dans les normes des agrégats communautaires. Tel est le cas par exemple de celui de la dette, celui du solde, n'est-ce pas, budgétaire, ainsi de suite. Nous ne respectons pas ces normes. Mais le problème du Congo, de manière globale, depuis quasiment un certain temps, c'est celui de la malgouvernance, n'est-ce pas, des ressources financières. On se disait qu'avec l'adhésion, l'accession du Congo à l'initiative PPTE, après, n'est-ce pas, que nous avons atteint le point d'achèvement, on se disait que voilà, c'est fini, le FMI, c'est derrière nous, maintenant, nous allons nous projeter vers l'avant. Malheureusement, comme on dit, vous avez beau chasser le naturel, il revient au galop. Et nous le constatons aujourd'hui parce que c'est vrai que la situation est générale, notamment avec la baisse tendancielle des prix des produits, n'est-ce pas, de certaines matières premières, notamment le pétrole, le cacao, le bois. Cela s'est révélé dans les années 2014, 2015, 2016. Il y a eu une dégringolade sur le marché international, notamment les prix du brut, sur lequel, n'est-ce pas, sur lequel repose l'essentiel du budget du Congo, donc sur lequel reposent donc les recettes budgétaires de l'État. Mais malheureusement, vous allez constater que le choc est, n'est-ce pas, de moindre intensité ici ou alors de grande intensité là. Quand vous regardez des pays qui sont aussi producteurs de pétrole, comme éventuellement des pays qui sont situés dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, notamment un pays comme le Nigeria, qui est lui aussi très dépendant de ses ressources pétrolières, de son pétrole, vous voyez que l'amplitude ou le choc est de moindre amplitude. Si vous voyez un pays aussi comme le Cameroun, qui n'est pas certes un très grand pays producteur de pétrole, même s'il a su un peu diversifier son économie, mais là aussi, on a pu on a pu résister au choc. Le Gabon a eu justement le même choc, mais aujourd'hui, le Gabon est sorti de la zone rouge. Et reste quand même le cas du Congo. C'est assez interrogateur lorsqu'on sait très bien que le Congo, à un moment donné, a défini, n'est-ce pas, une politique très audacieuse et même mirobolante en matière, n'est-ce pas, de gestion des recettes futures, ce qu'on appelait le compte des générations futures, et que le Congo a fait des projections justement dans le cadre de la diversification économique. On nous a parlé de tous ces grands projets. Lorsque vous regardez l'importance des recettes engrangées par l'État congolais, notamment dans le cadre de la vente du brut sur le marché international, et la manière dont ces ressources ont été utilisées, il y a tout lieu de reconnaître qu'il y a quand même eu une mauvaise gestion de ces ressources financières. Sinon, si on avait donc dû consigner, comme cela a été abondamment dit, si cela avait été effectivement consigné, il y avait un compte, n'est-ce pas, destiné à amoindrir ou alors à faire face aux chocs pétroliers provenant, n'est-ce pas, du marché international, ça veut dire que le Congo aurait pu résister et ne pas être aujourd'hui dans une situation d'assèchement financier tel qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc le vrai problème du Congo, c'est le problème de gouvernance économique et financière. C'est vrai qu'il y a les faits extérieurs, les contre-coups, n'est-ce pas, de ce que nous voyons sur le marché international, mais il y a la mauvaise gestion. Et ensuite, dans le cas du Congo,
cela a été dit à Mondovision, tout le monde qui le sait, qu'il y a quand même eu aussi des très mauvais contrats, je dirais des contrats léonins, ce qu'on appelle les contrats traders. C'est-à-dire que nous avons levé des fonds, nous avons gagé, n'est-ce pas, une partie de nos recettes pétrolières futures en engageant des accords, ce qu'on appelle les traders des accords, c'est-à-dire de prêts, avec, n'est-ce pas, certains traders, notamment Glencore, Trafigura, et ainsi de suite. Et ces contrats aujourd'hui, dont personne, à part les initiés, ne connaît vraiment la teneur, peut-être on l'espère avec la signature de l'accord que le Congo pourrait avoir avec le FMI, peut-être qu'on va essayer d'exhumer ces contrats parce qu'il y aura un audit que le FMI va nécessairement exiger. Hein. Il ne faut pas penser que dès que le FMI donne l'argent, la crise est finie. Ce sera assez exigeant, il y aura des conditionnalités, il y aura des choses qu'on va demander à l'État congolais. Ce seront des choses assez contraignantes. Donc, on espère qu'on va exhumer ces contrats parce que là aussi se situe quand même toujours dans le cadre du contrat, dans le cadre, n'est-ce pas, pourquoi pas, du passif. Il y a quand même aussi, dans le cas du passif de la mauvaise gestion de nos ressources financières, il y a ces contrats de traders. Donc on est retombé un peu dans ce qu'on a à un moment donné condamné dans les années 80, en parlant, n'est-ce pas, du pétrole gagé. Cela s'est fait sous Sassou 1, sous Sassou 2, cela s'est fait sous Lissouba, avec, on le sait, le problème Oxy. Et là, même si pour le problème Oxy c'était plus grave parce qu'il s'agissait quand même là d'un bradage. Mais aujourd'hui, en attendant de connaître la substance de ces contrats traders, il y a tout lieu de savoir, il y a lieu de reconnaître qu'il y a quand même eu une mauvaise gestion des ressources financières. Parce que si les ressources financières avaient été bien gérées, le choc que le Congo subit aujourd'hui serait de moindre amplitude. Mais or là, il y a franchement un assèchement, n'est-ce pas, financier, ça se sent, avec l'université qui n'a pas de moyens, avec des arriérés de pension, de bourses, avec certaines structures qui sont sans salaire depuis fort longtemps, avec les collectivités locales qui manquent, n'est-ce pas, du cash. Ça se sent, c'est vivable, ça se vit, avec des répercussions que nous vivons, n'est-ce pas, sur le plan microéconomique à Brazzaville. On le voit, des maisons qui restent comme à Pointe-Noire sans locataires, des gens qui ont investi dans l'immobilier, des hôtels qui ne sont plus fréquentés et des usines et des sociétés qui ferment chaque jour. Donc ça se vit sur le plan notamment microéconomique, on le vit. Et par effet d'entraînement, cela se répercute au niveau macroéconomique, donc au niveau global. Et ça se voit aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, j'estime, je pense, enfin, si ce n'est pas un ADN congolais, j'espère que cette fois-ci, avec la mise encore sous tutelle de notre économie, n'est-ce pas, par le FMI, que bon, peut-être cette fois-ci ce sera le bon moment de pouvoir se projeter vers l'avant avec une gestion plus efficiente, n'est-ce pas, de nos ressources financières. Je l'espère, si ce n'est pas une question d'ADN congolaise, c'est-à-dire où on a toujours tendance à mal gérer, à penser que bon, bon, ça y est, le FMI nous a donné des moyens, bon voilà, c'est la fête. J'espère, parce que si on ne met pas du sérieux dans notre façon de faire, il est fort probable que nous replongions dans les mêmes travers. Bon, la Chine est engagée avec Brazzaville dans ce qu'on appelle dans un cadre de partenariat stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo a été choisi par la Chine comme modèle de développement de la coopération chino-congolaise, de la coopération chino-africaine. Et donc c'est à travers ce que la Chine devait faire du Congo qu'on allait franchement, les autres pays africains allaient lire ce que la Chine fait exactement en Afrique. Bon, est-ce que ce marché ou alors ce mariage, ces épousailles entre Brazzaville et Beijing ne souffrent pas quand même d'un manque de sérieux, surtout de la part de la partie congolaise, mais ce que la Chine a essayé de rattraper, pour essayer, n'est-ce pas, de rattraper ce contrat d'épousailles. Et la Chine donc a beau faire, parce que sans l'onction de la Chine,
nous n'aurions pas la possibilité de signer un accord avec le FMI. La Chine, la dette chinoise représente l'essentiel de l'ensemble de la dette globale de ce que le Congo doit, y compris la dette avec les traders, même si éventuellement il faut en attendre un audit. Et la Chine est passée quasiment, selon les statistiques officielles, le deuxième partenaire économique et commercial du Congo, juste après la France. On peut parfois même douter de ces statistiques lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des choses que nous faisons, c'est avec Beijing. Et donc la Chine a trouvé nécessaire à la demande du Congo de revoir, d'assouplir un peu les conditions, n'est-ce pas, de réchelonnement de cette dette. C'est ce qui a été demandé par le FMI. Maintenant, je suis sûr qu'il y a, en Chine, on ne fait rien pour rien. Même si on est dans un modèle communiste, mais de l'autre côté, la façon de gérer le monde des affaires est calquée sur le modèle capitaliste. Donc je ne crois pas que la Chine, en rééchelonnant cette dette, en permettant, en soutenant, en donnant un coup de pouce au Congo pour pouvoir enfin signer cet accord, l'a fait comme si on était dans une église, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a une contrepartie certainement. Je vois les zones économiques spéciales dont on parle à Pointe-Noire, je sens que les Chinois s'y intéressent. Je sens que les Chinois sont très intéressés, n'est-ce pas, dans le cadre de la prise en main de ces zones économiques spéciales. La Chine s'implique déjà aussi à travers une coopération. On sait que la plus importante banque en termes de capitaux en Afrique, où la Chine a injecté d'importants moyens, c'est quand même la banque sino-congolaise pour l'Afrique, qui est installée chez nous. C'est une banque qui n'est pas congolaise, certes, parce qu'elle aura des expansions dans la sous-région. On parle notamment du Cameroun qui s'est révisé, du Gabon, et dans les années à venir, l'expansion pourrait s'étendre, pourquoi pas, au-delà de l'Afrique centrale. Donc, c'est pour autant dire que la Chine, qui accepte d'assouplir les conditions, n'est-ce pas, ou de rééchelonner cette dette, de la restructurer, pourquoi pas, a bien voulu, dans ce cadre précis, a bien voulu nous donner un coup de pouce, mais il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est ça. Je vous rappelle qu'au Sri Lanka, la Chine qui avait aidé dans les mêmes conditions l'État du Sri Lanka, avait exigé, n'est-ce pas, la gestion pour une certaine durée, d'ailleurs une durée assez longue, la gestion du port autonome du Sri Lanka. Le Congo dispose d'importantes ressources naturelles, beaucoup d'importantes ressources. C'est un pays gâté par la nature. Je ne m'en inquiète pas du tout. Ce sont des pratiques qui sont monnaie courante. Qu'un pays, pourquoi pas, rééchelonne sa dette, la restructure, en l'engageant, n'est-ce pas, sur ses recettes futures, sur son partenariat économique futur avec X pays, avec un pays. Comme il s'agit de la Chine, je m'en inquiète outre mesure. Le Congo, si avec un peu de sérieux, je dis avec un peu de sérieux, le Congo est capable de générer d'importantes ressources ou recettes financières hors pétrole, avec un peu de sérieux. Si l'État essaie, n'est-ce pas, pourquoi pas, de se serrer la ceinture, on réduit le train de vie de l'État, on réduit le nombre, n'est-ce pas, des ministres, d'ailleurs certains qui se tournent les pouces à longueur de journée pour ne rien faire. Et évidemment revoir leurs émoluments. Pourquoi pas aussi les fiscaliser, les députés, les sénateurs. Donc il y a d'importants moyens que le Congo peut bien gagner hors pétrole. Et que même si le Congo venait donc sur la base, n'est-ce pas, de ses ressources naturelles, à se projeter vers l'avant pour dire nous avons une dette avec la Chine, je ne pense pas que cela soit contraignant. C'est la manière dont nous allons gérer minutieusement et précautionneusement nos ressources qui peut évidemment être assez contraignant, comme vous parlez des générations futures. Mais si les choses sont mises en bon ordre, je suis convaincu que éventuellement cela ne peut pas être contraignant. Surtout que les conditions même de la Chine, vous verrez que la Chine, il y a même des taux, il y a des crédits quasiment à taux zéro, hein. Ça il faut le reconnaître, même si on me dira, les Chinois, ils ne le font pas ça pour nos beaux yeux. Mais je dis, tout part du principe
de la gouvernance, de la qualité, n'est-ce pas, de notre gouvernance. Je me souviens que la Banque mondiale avait déjà attiré notre attention sur la qualité, n'est-ce pas, de nos dépenses. Pendant que nous étions en période de vache grasse, elle a attiré notre attention sur tous ces grands chantiers qui se faisaient à Kintélé, sur les stades et tout. Et même le ministre des Finances de l'époque, Gilbert Ondongo, avait boudé la cérémonie. Il n'y est pas venu. Il n'est pas venu. En se disant, je ne vais pas aller écouter ces gens de la Banque mondiale. Le rapport pondu à cet effet par la Banque mondiale a été retiré. Moi qui suis de la presse économique, la Banque mondiale m'a fait pression pour dire, nous ne voudrions pas que tu publies cela. Nous ne voudrions pas parce que les autorités congolaises ne veulent pas qu'on en parle. Mais ce rapport que je détiens jusqu'à aujourd'hui faisait quand même état de du signal d'alarme de la Banque mondiale qui voulait nous ramener à l'ordre en disant faites très attention, vous avez d'importants moyens aujourd'hui, essayez de soigner la qualité de vos dépenses. Il y a des dépenses qui ne méritent pas d'être faites. Et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure au niveau, n'est-ce pas, de la gouvernance économique. Bon, d'abord il faut dire que le FMI, c'est comme on le dit, le Fonds monétaire international, ça fait partie des institutions de Bretton Woods qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale pour accompagner le système financier international. Et le Congo en fait partie. Maintenant, il se trouve que le Congo est en crise à cause de sa malgouvernance. Le Congo s'est retrouvé en crise et on a fait face donc au FMI. Donc, le FMI, l'argent qui nous vient du FMI, en réalité, ce n'est pas le FMI qui donne l'argent. Le FMI nous rend crédibles sur le marché international. Maintenant, cet argent, ce prêt, va servir à la relance de l'activité économique dans notre pays. Parce que nous, on était hyper endettés et on n'a pas les moyens pour soutenir nos politiques publiques ou financer notre économie. Voilà pourquoi on s'est retourné vers le FMI pour nous apporter ce soutien-là. En réalité, c'est un prêt. Et finalement, cet argent va nous servir de relancer, pour faire simple, de relancer l'activité économique dans notre pays. J'ai toujours dit qu'on n'avait pas besoin du FMI pour renflouer les caisses de l'État ou bien pour relancer notre économie. Vous avez parlé de 20 milliards. Mais 20 milliards, dans les paradis fiscaux, il y a combien? Les gouvernants, ceux qui sont en place là, ils ont gardé combien dans les paradis fiscaux? C'est un rêve. Moi, je ne connais aucune institution, aucun État au monde qui s'est développé avec l'aide du FMI. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, quand on nous donne 20 milliards, mais prenez même les 400 millions. Si on donnait le tout, ça ne peut même pas faire 1000 milliards. Vous voyez, ça va nous servir à quoi? Le problème, ce n'est pas l'argent. On peut nous donner autant d'argent. Si nous n'avons pas des hommes de qualité, rien ne changera. Nous avons eu, à peine en 2014, on avait plus de 14 000 milliards. 14 000 milliards. C'est parti où? Le problème, la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire l'appui financier du FMI avec quel type d'homme? C'est comme si vous avez inventé une technologie, mais il vous faut le logiciel qui va avec. Donc, une technologie sans logiciel n'est rien. Comment est-ce que vous allez l'appliquer? Donc, le problème, ce n'est pas celui-là. On peut donner, ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, c'est Alassane Ouattara, qui se trouve être proche du président Sassou, qui avait dit qu'on peut donner tout l'argent du monde au Congo. On ne pourrait jamais développer ce pays. Il faut que nous soyons sérieux. Vous pensez que c'est avec 20 milliards ou bien même 100 milliards ou même 500 milliards, avec les mêmes hommes, qu'on peut développer ce Congo? D'ailleurs, c'est quoi le développement? On va développer dans quel secteur? Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement a un programme où on nous dit, bon voilà, les secteurs prioritaires que nous avons définis, c'est tel, tel, tel. On nous parle de l'agriculture. Est-ce qu'il y a un programme bien défini? D'ailleurs, nous en sommes. Dernièrement, il y a eu le forum organisé par Voxeco. Le directeur général de l'agriculture était là. Ils nous ont dit que dans leur plan de développement agricole, c'est au moins 1150 milliards qu'ils ont mobilisé, qu'ils doivent mobiliser pour le développement de l'agriculture.
Et l'État congolais lui-même ne devait apporter que 100 et quelques milliards. Donc même pas 1%. Sinon 1%. Et que le reste devait venir des partenaires. Or, l'argent que le FMI nous donne, ça ne peut même pas faire 1000 milliards. La question qui se pose au niveau des gouvernants, ils ont un agenda, c'est à eux de nous dire. Mais moi je pense que si on veut être sérieux, ce n'est pas avec ces mêmes hommes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait quoi. Les 14 000 milliards sont partis en fumée. On a vu la Société des mal à l'aise, c'est parti en fumée. Tous comment on appelle, toutes les institutions économiques congolaises, c'est-à-dire les établissements publics qu'on a créés, c'est parti en fumée. Ils n'ont jamais fait de bilan, ils n'ont jamais fait de bénéfices. Et vous pensez que c'est avec l'argent du FMI, avec les mêmes crocodiles qui bouffent l'argent, pour eux, ils sont au pouvoir, ce n'est que pour s'enrichir. Ils ont un état d'esprit de la jouissance. Et avec ce type d'homme, ce profil d'homme, on peut nous donner tout l'argent du monde, rien ne suffira. C'est ça le premier problème. Vous savez, pour qu'un pays se développe, parte d'un point A, qu'on peut appeler sous-développement, ou tiers-monde, comme vous voulez, vers un point B, qu'on peut appeler développement, émergence, comme vous voulez, il faut qu'il y ait 3 conditions. Un peuple discipliné, un peuple travailleur, la qualité des dirigeants. La qualité des dirigeants. Parce que qui pilote des politiques publiques? Parce que gouverner, c'est quoi? C'est agir, conduire les conduites et agir sur les actions. C'est pourquoi ceux qui gouvernent doivent être des modèles. Or, nous avons une élite politique qui, depuis plus de 50 ans, ne s'est pas recyclée. Et cette élite, en réalité, c'est une élite qui s'est substituée à l'élite coloniale. C'est pourquoi j'appelle cette élite l'élite endo-coloniale. C'est-à-dire les héritiers autoproclamés de la dynastie néocoloniale. Ils agissent comme le colon. Qu'est-ce que le colon est venu faire chez nous? C'était travailler pour la métropole, s'enrichir, vivre aisément. Et ceux qui ont remplacé le colon, donc les gouvernants en place, ils agissent, on leur place le colon. En réalité, c'est le colon blanc qui est parti, le colon noir est arrivé. Nous avons des colons noirs à la tête de nos institutions. Et avec cette modalité prébendière et rentière, parce que c'est les gens qui vivent de la prébende, de la rente et ceci, on ne peut pas développer notre pays. Le problème fondamental, c'est celui des dirigeants. Parce que lorsque vous dites le Congolais lui-même, il faut faire attention. Moi, je suis contre la logique de la noyade collective. Celle qui consiste à dire, non, c'est tous les Congolais qui ont péché, nous avons échoué, c'est tous les Congolais. Ah non, attention, ce n'est pas tous les Congolais. C'est ce groupe de domination, ce groupe hégémonique, ce groupe prébendier, ce groupe rentier, ce groupe de prédateurs qui ont pris notre pays en otage depuis 50 ans, c'est ce groupe qui est responsable. Et le problème avec ce type d'homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un pays pour se développer, il y a ce qu'on appelle la qualité des dirigeants. Et si nous avons la qualité des dirigeants, ils agissent comme des colons. Pour preuve, ils prennent l'argent de l'État pour aller cacher dans les paradis fiscaux. On sait que je cherche, les paradis fiscaux, ce n'est pas à Moyondi. Les paradis fiscaux ne se trouvent pas à Ngoko. Les paradis fiscaux ne se trouvent pas à Ekwasende ou bien à Konoso, je ne sais pas. Ça se trouve de l'autre côté, donc ils agissent comme les colons. Et avec ces gens, d'ailleurs, vous oubliez une chose, je vais vous dire. Vous savez, la mauvaise gouvernance d'une année ou de 5 ans peut condamner un pays pendant 100 ans. Peut condamner un pays pendant 100 ans. Et notre cas est grave. Parce qu'il y a eu de bricolage pendant un demi-siècle. Un demi-siècle de bricolage. Et ça peut nous condamner pendant 2 ou 3 siècles. Si on ne fait pas attention. On a tué l'école, on a tué les hôpitaux. Tous les éléments de contestation ont été détruits. Comment est-ce qu'on peut organiser un État? On peut construire un pays si les dirigeants ne se font soigner à l'étranger, si il n'y a pas une bonne école, si les élites ne sont pas formées, le pays est pris en otage par les instituteurs. Notre pays est pris en otage par les instituteurs. Et ils ne sont là que pour s'enrichir. Parce que pour eux, le pouvoir n'est pas une fonction. On ne vient pas au pouvoir pour assurer le bien-être collectif. Ils viennent au pouvoir
Parce que le pouvoir leur ouvre la voie au dispositif du pouvoir dont le contrôle assure toutes les jouissances. Une fois que vous êtes au pouvoir, rien n'est plus cher pour vous, rien n'est plus beau pour vous. Vous mettez sur pied cette technologie de jouissance. Et l'argent de l'État, ça se voit. Le président qui arrive dans une danse, les danses traditionnelles, on donne 50 millions, on arrive sur on donne 100 millions, on trouve une maîtresse, on construit une maison à étage. Voilà, c'est ça la jouissance. Et c'est ça l'élite, notre élite. C'est la conception du pouvoir par notre élite. On vient parce que c'est une source d'enrichissement sans cause. Voilà pourquoi je pense, je peux me tromper, certainement, mais je pense qu'avec ce type d'homme, nous n'irons nulle part. On peut évoquer Jésus-Christ, Mahomet, je ne sais pas qui, de Babiana Manganga, de Boudjabele, autres, je ne sais pas, j'ignore, le pays n'ira nulle part. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune base. Ne rêvez pas. Dites-moi quel est le secteur dans lequel notre pays excelle. Rien du tout. Sinon, c'est le secteur de la gabegie. Ou bien les coupures de l'Internet pendant les élections. Là, vous avez réussi l'exploit à importer ça sur toute l'Afrique. Vous avez même importé ça au Venezuela, puisque Maduro l'a fait. Non, il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas le FMI qui viendra développer notre pays. Il nous faut d'abord définir ce que c'est que le développement. Ils nous ont empoisonnés avec le concept d'émergence. Pays émergent d'ici 2025. On ne nous a jamais dit que voici les indices de l'émergence. Lorsque nous allons arriver à tel point, c'est là où nous allons dire que nous avons atteint l'émergence. Rien. Et lorsque vous posez la question, c'est quoi l'émergence? Personne ne peut vous définir l'émergence. Et nous sommes dans les slogans. Malheureusement, c'est notre pays. C'est lui qui doit être content. C'est lui le Premier ministre qui doit être content. Il ne peut pas parler au nom de tous les Congolais. Il n'a pas reçu mandat de parler au nom de tout Congolais, que tout le Congolais doit être... Lui ne connaît pas la souffrance des Congolais. Il est arrivé au pouvoir, il a construit une maison chez lui en moins de 2 ans, en une année. Est-ce que tous les Congolais ont construit une maison chez eux? Les Congolais qui sont à l'étranger, les étudiants qui souffrent, qui n'ont pas de bourse. Ici, les étudiants qui souffrent, qui n'ont pas de bourse. Comment il peut dire que nous sommes contents? C'est lui qui est content parce que ça leur donne le droit de faire leur prédation. Nous souffrons. Nous souffrons. J'ai des étudiants qui n'arrivent pas, les parents sont à Infondo, ils se retrouvent à Brazzaville, sans rien, ils comptent sur la bourse, il n'y a pas la bourse. Maintenant, le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fera de cet argent? Qu'on nous dise. Moi, je vais commencer à prendre ces gens-là au sérieux, quoique je reste sceptique, lorsque je vais voir l'équipe gouvernementale qui sera mise en place par le président de la République à l'issue de cet accord. Lorsque je vais voir la mise sur pied des instances répressives, des organes de répression, par exemple la haute autorité de la lutte contre la corruption, et que ça soit une institution réellement indépendante. Je vais voir lorsqu'il y aura un audit général sur l'État, qui a fait quoi? Où sont partis l'argent des générations futures? Où est parti cet argent? Qu'on nous dise. Lorsqu'il y aura la sanction, lorsqu'on va mettre sur le pied les politiques publiques qui vont assurer le bien-être social, à partir de ce moment, je vais croire dans ces gens-là. Mais lui, le Premier ministre, il ne peut que dire ça. Il est le Premier ministre d'un gouvernement qui a échoué. Il est le Premier ministre d'un gouvernement qui a échoué. Il est membre d'un parti qui a échoué. Ce n'est pas lui de dire au nom des Congolais que tous les Congolais doivent être en fonction de quoi? Lorsqu'il y a eu 14 000 milliards, les gens ont dit ouais, c'est les générations futures, on a fêté. Les excédents budgétaires, on a fêté. Et après ça, donner quoi? Donc, le Congolais n'est plus le Congolais d'hier. Il faut qu'il sorte, qu'il rentre dans la rue pour voir ce que vivent les Congolais. Mais de toutes les manières, vous avez vu, est-ce que les Congolais ont jubilé? Malgré ce qu'il a dit là-bas, est-ce que les Congolais ont jubilé? Les Congolais savent. On a pris conscience. Même si on n'a pas de moyens de contestation. Mais les Congolais savent qu'ils sont opprimés. Les Congolais vivent dans l'oppression, dans le dénuement total. Nous voulons voir ce qu'ils feront de cet argent. Mais je peux vous dire, sans être un oiseau de mauvais augure, je peux vous dire que ça ne changera rien. Avec ces mêmes gens. Si vous avez le même gouvernement, si vous avez les mêmes directeurs, si vous avez... ça ne va rien changer. D'ailleurs, Alassane Ouattara l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le problème, ce n'est pas l'argent. On pouvait bien s'en passer du FMI.
Si le président avait la volonté de faire rapatrier tout l'argent qui est dans qu'on a mis dans les paradis fiscaux, on aurait pu se passer de l'aide du FMI. C'est le FMI n'a pas 500 milliards, c'était du FMI. Par l'aide de l'emprunt, le prêt du FMI, ça ne peut pas faire 500 milliards. Donc, il faut que nous soyons sérieux. Le Premier ministre le dit, oui, c'est un homme politique, oui. C'est le Premier ministre d'un gouvernement qui a échoué, oui. C'est le membre du PCT, oui. Il fait partie de ce que moi j'appelle la gérontocratie. C'est les gens qui, le Premier ministre et le président Sassou Nguesso, c'est les gens qui sont là depuis les indépendances. Quel âge a-t-il? En réalité, ce n'est plus à eux de faire ce qu'ils font, c'est une honte. Nous sommes un État qui est gouverné par la gérontocratie. Si vous ne le savez pas, la gérontocratie, ça veut dire le gouvernement des vieillards, le pouvoir des vieillards. Vous savez, plus de la moitié des membres du gouvernement sont à la retraite. Vous pouvez vérifier. Bon, les sénateurs, au moins à 99%, ce sont les retraités. Vous prenez des députés, c'est la même chose. Au moins la moitié. Donc, le Congo, en réalité, ne peut pas se développer avec ces gens-là. C'est pas possible. Il faut commencer par la réduction du train de vie de l'État. 1. Baisser le nombre de ministres. De 36 ou 37, vous pouvez amener à 20. 2. Baisser le salaire des ministres. 3. Réduire les voyages du chef de l'État aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur. Parce que lorsque le chef de l'État voyage comme il le fait, il y a eu un mois où il a fait peut-être 5 voyages en un mois, ou 4 voyages en un mois. Ça fait saigner le trésor public. Moi je propose qu'il y ait 4 voyages, que le chef de l'État, le président de la République ait 4 voyages. 1. Son voyage à l'ONU, lors de l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est un droit. 2. Voyage au niveau de l'Union africaine, voyage au niveau de la CEMAC, voyage l'Union africaine, il y en a 2. Bon, il peut aller, puisqu'ils ont leur réunion de la France-Afrique, où il faut être là, selon eux. Voyage le voyage pour la France-Afrique, ça fait 4. Le reste du temps, il se fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Parce que lui, il a les pleins pouvoirs. C'est la seule personne, après le Premier ministre, après le président de la République, bon, nous avons aussi le Premier ministre, qui peut engager l'État sur la scène internationale sans produire le plein pouvoir. Donc, le ministre des Affaires étrangères peut remplir d'autres missions de chef de l'État. Et là encore, avec une délégation très réduite. Voilà le moyen de se faire des économies pour éviter qu'il y ait cette pression sociale. Donc vous baissez. D'ailleurs, le salaire du président de la République doit être connu. Vous partez en France, vous savez que le président de la République gagne tant. Pourquoi chez nous il y a cette opacité-là? On ne sait pas combien gagne le président de la République. Et il faut faire l'audit de la fonction publique. Refaire l'audit de la fonction publique. Détecter les fonctionnaires qui ne travaillent pas. Les doubles emplois. Ça, on peut le faire pour mettre un peu d'argent de côté. Réduire les dépenses de la présidence de la République. Réduire les dépenses des ministères. Puisqu'il s'agit de l'austérité. Et pendant 3 ans, ça sera dur. Je vous dis que ça sera très dur. Mais si on ne prend pas des mesures en amont, ça sera compliqué. Et il faut éviter qu'à la suite de cela, qu'il y ait des revendications sociales.